Le président Trump a déclenché une guerre contre l'Iran le 28 février, avec un avertissement très grave. Il n'était peut-être plus qu'à 2 semaines de disposer d'une arme nucléaire, et nous ne pouvions pas laisser cela se produire. Il avait aussi cette longue liste d'objectifs qu'il comptait atteindre. Nous voilà maintenant environ 5 mois plus tard. Presque aucun de ces objectifs n'a été atteint. Et comme va nous l'expliquer notre invité aujourd'hui, cette guerre a au fond déjà eu l'effet inverse, avant même que nous en arrivions à son terme. Je suis ravi de retrouver Rosemary Kelanick, Dr Rosemary Kelanick devrais-je dire, directrice des programmes Moyen-Orient chez Defense Priorities et l'une de mes collègues là-bas. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bon retour dans l'émission, Rose. Merci beaucoup, Danny. C'est un plaisir d'être ici. Eh bien, écoutez, avant même d'aborder votre article, que vous avez publié via Defense Priorities, et qui, je pense, va vraiment au-delà du bruit ambiant pour toucher aux enjeux fondamentaux ici. Nous allons y venir dans un instant. Mais d'abord, peut-être même pour souligner pourquoi un tel article était nécessaire. Voici une déclaration de Jack Keane. Je crois qu'elle a été faite hier soir et publiée ce matin. Il explique comment il voit cette guerre. Même si nous obtenons un accord, nous avons des preuves à ce sujet parce que nous avons obtenu un accord dans le protocole d'accord sur les détroits. Nous avons levé le blocus et eux étaient censés supprimer toutes les restrictions. Ils ont fait voler ça en éclats en quelques jours. Donc nous savons qu'ils ne respecteront pas l'accord même s'ils le signent. Les États-Unis doivent donc s'engager là-dedans. Essayons. Mais si les Iraniens ne coopèrent pas ici, alors nous devons revenir à des opérations de combat majeures. Je ne pense pas que les Iraniens respecteront quelque accord que ce soit. C'est un atout stratégique qui leur donne un levier dans une région où ils n'en avaient pas avant le début de la guerre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas les laisser en conserver le moindre niveau de contrôle. Oui, vous ne voulez peut-être pas qu'ils aient le moindre contrôle là-dessus, alors qu'ils n'en avaient aucun avant que nous choisissions la guerre. Ajoutons cela. Mais que pensez-vous de son affirmation selon laquelle on ne peut faire confiance à rien de ce que disent les Iraniens et que nous devrions, dans la partie au milieu, leur donner une chance de voir s'ils accepteront une négociation, alors qu'ils en avaient déjà accepté une avec le protocole d'accord en juin. Mais il dit que nous devons reprendre des opérations à grande échelle. Est-ce que cela peut permettre d'atteindre les objectifs du président Trump? Absolument pas. Enfin, la seule chose que cela accomplirait, ce serait de réduire encore davantage nos stocks de munitions et de mettre notre armée sous pression, alors qu'elle est déjà bien au-delà de ce qu'elle peut supporter à ce stade. Et vous savez, croire que des opérations de combat pourraient desserrer l'emprise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, c'est tout simplement fallacieux. Que cela nous plaise ou non, ils peuvent bloquer le trafic dans le détroit. Pas parfaitement, mais suffisamment pour provoquer un déficit massif des volumes de pétrole du Golfe Persique arrivant sur les marchés mondiaux. Et les États-Unis ne peuvent pas les en empêcher. Donc, vous savez, ce serait insensé de repartir en guerre au lieu de conclure un accord avec l'Iran. Et le fait est, il y a toujours un accord à trouver, n'est-ce pas? Le protocole d'accord a échoué parce que les États-Unis et l'Iran négociaient essentiellement les véritables paramètres de l'accord. Et nous nous sommes affrontés pendant encore un mois environ pour voir ce qui était possible en matière de passage des navires ou de blocage de ce passage. Et l'Iran peut toujours maintenir le détroit en grande partie fermé. Cela nous dit quelque chose. Cela nous dit que nous devons conclure avec eux un accord qui reconnaisse cette autorité.
Et dans quelle mesure cette mentalité, derrière ce dont parlait le général Keane, est-elle un problème? Parce que j'entends ce discours, repris par un certain nombre de commentateurs dans les médias grand public, ici aux États-Unis. On ne peut pas faire confiance à l'Iran, parce qu'ils vont forcément violer ces accords. D'autres disent que c'est un régime théocratique maléfique. Enfin bon, qu'on ne peut croire un seul mot de ce qu'ils disent, qu'il ne sert même à rien de discuter. Mais est-ce que ça ne compromet pas, au fond, notre propre possibilité de sortir de cette situation, si on les présente comme une entité maléfique avec laquelle il est impossible de négocier? Oh, bien sûr. Et le fait est que l'Iran est un acteur rationnel qui défend ses propres intérêts. Bien sûr qu'on peut négocier avec lui. Il y a toujours un accord possible. Il y a toujours un accord préférable à un retour à la guerre. Il faut simplement trouver le bon accord, celui qui répond à leurs intérêts, qui répond aux intérêts des États-Unis et que les deux parties accepteront et respecteront parce qu'il vaut mieux que reprendre le conflit. Il y a toujours un accord. Trump devrait le savoir. J'espère qu'il le sait. Et vous savez, au fond de lui. Il a écrit une ligne sur moi là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler il y a quelque temps. Oui, j'en ai entendu parler. Un truc en rapport avec l'art de la négociation, quelque chose comme ça. Il y a toujours un accord à conclure. Je veux dire, l'Iran pourrait tout aussi bien dire la même chose de nous, non? Les États-Unis ont rompu leurs accords avec l'Iran à plusieurs reprises. Nous n'avons pas débloqué les avoirs iraniens gelés que nous avions dit que nous débloquerions lorsque le protocole d'accord est entré en vigueur. Donc, en réalité, aucun des deux camps n'a tenu les promesses du protocole d'accord. Et davantage de temps s'est écoulé depuis, ce qui a permis de mieux clarifier la situation stratégique. Et espérons-le, nous pourrons parvenir à un accord que les deux parties préféreront à la poursuite du conflit. Cet accord est possible. Et cela montre probablement que l'Iran va percevoir une sorte de péage et exercer une autorité sur le détroit à l'avenir. C'est tout simplement inévitable. À présent, ce qui semble aller un peu à l'encontre de cela, c'est que le président Trump a dit « Il y a deux choses que je voudrais souligner ici. Tout d'abord, concernant le détroit d'Ormuz, dont vous venez de parler, il a dit hier « Vous savez, d'une certaine manière, nous contrôlons déjà le détroit. » Un accord a-t-il été conclu pour ouvrir le détroit d'Ormuz? Eh bien, je ne veux pas dire que ça a été le cas. Pour l'instant, c'est en quelque sorte ouvert. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle le blocus, dirigé par la marine américaine, et nous le contrôlons. Nous le contrôlons maintenant. Mais ils peuvent toujours tirer quelque chose. Ils ont toujours quelque chose, ou ils peuvent larguer une mine. Et si vous avez une seule mine qui traîne là-bas, ça perturbe un peu les choses, parce que les gens ne veulent pas prendre leur bateau à $1 milliard et être touchés accidentellement par une mine. Mais je pense que ça se passe très bien. Je suis impliqué dans la négociation, vous savez. Je pense que tout va bien. Maintenant, Rosie, une partie de ce qu'il a dit est exacte. Notre blocus empêche tout ce qui vient d'Iran de sortir, du moins en volume significatif. Quelques navires ont réussi à passer, en réalité, des deux côtés, mais seulement quelques-uns. En fait, d'après certaines données de Kepler que j'ai consultées ce matin, au cours des 48 dernières heures, seuls 2 à 8 navires par jour sont sortis, contre environ 130 avant-hier. Et seulement environ 1,8 million de barils par jour, au lieu des quelques 20 millions d'avant. Donc le détroit n'est clairement pas ouvert. Du moins, il n'est pas ouvert de manière effective. Mais notre blocus empêche aussi tout le pétrole iranien de sortir. Mais n'est-ce pas justement une partie du problème? Nous empêchons l'approvisionnement en pétrole d'arriver sur le marché mondial, ce qui va maintenir une pression sur le prix du pétrole chez nous.
Oui, c'est tout à fait exact. Je veux dire oui, notre blocus de l'Iran peut réussir à empêcher l'Iran de mettre du nouveau pétrole sur le marché. Mais il ne peut pas les empêcher de vendre le pétrole qui avait déjà franchi la ligne de blocus pendant le cessez-le-feu prévu par le protocole d'accord. Ils peuvent donc encore tirer des revenus du pétrole qui se trouve déjà en mer. Nous pouvons les bloquer assez efficacement. Mais au bout du compte, la réalité militaire, c'est que l'Iran ne peut pas fermer complètement le détroit et que les États-Unis ne peuvent pas l'ouvrir complètement. Et c'est là qu'intervient en quelque sorte la position de négociation, n'est-ce pas? Voulons-nous continuer à nous battre indéfiniment en risquant la vie de militaires américains? L'Apache qui a été abattue, je crois que c'était en juin, peut-être en mai, vous savez, cet Apache participait à l'escorte des navires transportant du pétrole à travers le détroit, sous la supervision de l'armée américaine, en dehors de toute autorité iranienne. Donc vous savez, c'est risqué, et cela coûte cher de continuer ainsi. Il y a un accord possible qui serait préférable. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que les États-Unis doivent payer la facture pour que le monde entier ait un accès gratuit au détroit? Ou est-ce qu'on devrait simplement instaurer un accès payant et que chacun paye, d'une certaine manière, sa juste part, au lieu que ce soit des vies américaines qui payent pour cela, que tout le monde paye. Je préférerais un monde où personne n'aurait à payer pour ça, mais ce monde n'existe plus. Plus maintenant. Oui, et je suis tout à fait favorable à cette nouvelle idée que vous avancez. Vous dites qu'il y a un accord à conclure. De notre côté, cela pose certains problèmes, parce que, dans le monde réel, il faut donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Et là, nous sommes précisément dans ce monde réel. Mais de notre côté, il y a des contraintes qui nous empêchent d'obtenir l'accord que nous souhaiterions. Et je sais que c'est un sujet dont vous avez beaucoup parlé. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose en lien avec l'autre guerre, mais qui est aussi très directement lié à celle-ci. Voici Zelensky, ce matin, qui explique qu'il supplie les États-Unis de lui fournir davantage de missiles intercepteurs, parce qu'il dit qu'un soutien aérien est nécessaire. C'est aussi ce qu'il demandait au président Trump. Mais hier, lorsqu'on a interrogé le président Trump lors d'une conférence de presse au sujet de ces missiles, voici ce qu'il a répondu. Le président Zelensky affirme que son pays a désespérément besoin de missiles à longue portée ou de batteries de missiles patriotes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il... Enfin, je veux dire, nous aussi, nous voulons des missiles. Vous savez, quand Biden lui a donné tant de choses, Biden a donné pour 300 milliards de dollars de munitions. Vous savez, quand je suis parti, les stocks étaient pleins et il en a donné une grande partie. Maintenant, nous les reconstituons et nous utilisons des munitions très puissantes, très bonnes, mais nous n'aurions pas dû les utiliser. Nous aurions pu utiliser autre chose. Oui, nous avons aussi besoin de missiles. Et comme tout le monde le sait, les médias parlent largement du niveau très bas de nos stocks d'intercepteurs, qu'il s'agisse des PAC-3 ou des TAAD. Sans parler de nos munitions à guidage de précision de toutes sortes, qui sont elles aussi vraiment en quantité très limitée. Je vais peut-être m'avancer un peu, mais je suppose que l'Iran suit les médias occidentaux et qu'il est au courant de tout cela. Il sait aussi que, si nous retournons dans cette guerre dont parlait Jack Keane, en souhaitant entrer en Iran, il y a une limite à la pression supplémentaire que nous pouvons réellement exercer sur l'Iran, compte tenu du coût pour nous. Comment cela affecte-t-il la volonté ou la capacité de l'Iran à négocier sur ce que nous voulons? Oh, cela affecte absolument leurs calculs et ce depuis le tout début, parce qu'ils comprennent que le rapport coût-échange, indépendamment du problème de pénurie qui s'aggrave encore, ne joue pas en notre faveur. Ces munitions sont extrêmement sophistiquées
elles sont coûteuses, elles prennent beaucoup de temps à fabriquer et l'Iran peut, en gros, les neutraliser ou les épuiser avec des drones qui coûtent, vous savez, quelques milliers de dollars, ou avec des missiles relativement peu coûteux. Ils ont donc toujours pu, dollar pour dollar, plus ou moins nous surpasser militairement ou dépenser davantage que nous, compte tenu de ce rapport coût-échange. Et maintenant qu'il est bien établi, dans les médias comme de manière générale, que les États-Unis ont gaspillé un grand nombre de ces missiles et intercepteurs de missiles dans ce conflit, l'Iran le sait. Et ils savent que les États-Unis peuvent continuer à se battre, mais que les représailles iraniennes seront plus douloureuses. Davantage de leurs munitions vont atteindre leurs cibles et détruire des infrastructures dans le Golfe, des bases américaines ou tuer des militaires américains, et ainsi de suite. Donc cela joue en leur faveur, et ils le savent. Ils savent que le temps ne joue pas en faveur des États-Unis. Et au fait, est-ce que vous comprenez bien pourquoi les missiles américains, dans toutes les catégories dont nous parlons, sont extrêmement coûteux et prennent énormément de temps à produire, alors que du côté iranien, ils coûtent moins cher? Mais plus important encore que le coût, c'est qu'ils peuvent les produire dans des délais bien plus courts, dans des catégories comparables. Pourquoi? Eh bien, les États-Unis se battent. Nous menons des guerres avec une vision très dépassée de ce qu'il faut pour les gagner. Et l'Iran n'a pas le luxe de dépenser des sommes énormes dans des équipements militaires très tape à l'œil et sophistiqués. En 2024, ce pays a consacré 8 milliards de dollars à son budget de défense, parce qu'il manque tout simplement tellement d'argent et de ressources, n'est-ce pas? Il ne pourrait jamais se permettre de construire le genre de choses que nous construisons, n'est-ce pas? Mais les États-Unis n'ont clairement pas prêté attention à la révolution des drones, à la révolution de la précision, à tout ce que la guerre en Ukraine a démontré. Ces plateformes et ces missiles très sophistiqués et coûteux ne suivent tout simplement pas le rythme face à des équipements bien moins chers, plus faciles à produire, plus rapides, parfois moins technologiques, parfois plus technologiques parce qu'ils sont tellement précis, vous voyez. C'est simplement une autre approche de la guerre, et les États-Unis doivent se mettre à la page. Mais la base industrielle de défense américaine ne change pas de cap du jour au lendemain. Elle ne s'adapte pas très vite. Des programmes sont lancés pour des décennies et nous avons du mal à changer de direction. Oui, j'étais dans un programme d'acquisition des Future Combat Systems au milieu des années 2000. Et j'ai vu de très près, de mes propres yeux, à quel point nous sommes lents et en réalité peu disposés à changer. Et ça pourrait nous revenir en pleine figure. En fait, c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui. Mais je voudrais maintenant revenir à votre article parce que je pense que toutes ces choses y sont en quelque sorte résumées. Un dilemme de sécurité aggravé, comment la guerre s'est retournée contre l'Iran. Il y a plusieurs points dont je voudrais parler. Parlons du premier. La confusion autour des intentions de l'Iran et l'exagération de ses capacités à nuire aux intérêts américains ont créé depuis longtemps à Washington l'impression que l'Iran représente une menace plus grande qu'il ne l'est réellement. Et si vous veniez d'écouter Jack Keane, vous penseriez qu'ils sont, enfin, au niveau de l'Union soviétique. Mais qu'entendez-vous par là? Oui. Donc l'Iran, vous savez, c'est tellement évident. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. L'Iran ne peut pas faire de mal aux États-Unis. Nous bombardons l'Iran par intermittence depuis presque 6 mois. Combien de missiles iraniens ont touché les États-Unis? 0. Voilà. C'est une guerre qui se déroule entièrement au Moyen-Orient parce que l'Iran ne peut pas amener la guerre jusqu'à nos côtes, mais nous pouvons amener la guerre jusqu'aux leurs. Voilà, c'est un match à l'extérieur.
C'est une guerre offensive que les États-Unis mènent par choix et qu'ils ne sont pas obligés de mener. Alors que pour l'Iran, c'est une guerre de survie en quelque sorte sur son propre territoire. Donc l'Iran ne peut pas réellement se défendre face aux États-Unis. Nous pouvons les bombarder à volonté, ils ne peuvent pas nous en empêcher. La seule chose qu'ils peuvent faire, et ils peuvent très bien le faire, c'est rendre cela coûteux pour nous. Voilà. Ils ont une stratégie du porc épic. Un porc épic ne peut pas tuer un ours. Et nous devons garder à l'esprit que l'Iran ne peut pas venir nous atteindre là où nous vivons. Ils ne peuvent pas nous frapper si durement que ça dans le Golfe. Sauf si nous leur donnons une très bonne raison de le faire, n'est-ce pas? Mais si nous essayons de les attaquer, ils peuvent nous faire du mal en retour. C'est simplement un type de menace différent. Ils sont capables de nous dissuader par la punition, Orsan en nous faisant du mal. Mais ils n'ont pas de force aérienne. Même avant la guerre, ils n'ont pas vraiment de force aérienne. Ils ne peuvent pas conquérir et tenir un territoire, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas modifier les frontières du Moyen-Orient. Très juste. Et les gens ont tendance à l'oublier parce que nous sommes tellement focalisés sur les missiles, sur les groupes supplétifs et sur tout le reste. Mais, vous savez, ça ne fait pas de mal aux Américains chez eux. Et l'Iran ne peut pas faire ça. Ce n'est pas l'Union soviétique. Et ça ne le sera jamais. Ce n'est pas le cas. Passons maintenant au deuxième point. Les objectifs affichés de la guerre contre l'Iran reflètent ces erreurs. Alors que l'Iran considère son programme nucléaire, son soutien à des forces supplétives et ses capacités balistiques comme des mesures défensives destinées à contrebalancer la puissance des États-Unis et d'Israël, l'administration Trump affirme à tort que ces éléments en font une menace urgente. Et bien sûr, c'est littéralement ce que le président Trump a dit au début de la guerre. C'est ce qu'il disait déjà, je veux dire, en remontant à 2015, quand Obama a signé pour la première fois le JCPOA. Ils n'avaient pas... Allez, voyons. Désolé. Vous dites qu'ils n'avaient pas cela. Premièrement, nos propres services de renseignement ont dit qu'ils n'avaient pas de programme d'armes nucléaires, seulement qu'ils en avaient le potentiel. Mais vous dites que même ce potentiel était de nature défensive et qu'il ne s'agissait pas pour eux d'aller détruire Israël. D'ailleurs, c'est ce que Lindsey Graham disait souvent. S'ils obtenaient une bombe nucléaire, ils allaient l'utiliser, et ainsi de suite. Les gens disaient ça tout le temps. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, donc je ne veux pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Je pense que moins il y a d'États dotés de l'arme nucléaire dans le monde, mieux c'est pour les États-Unis et pour tout le monde. Je veux donc être clair sur ce point. Mais même si l'Iran avait l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire est extrêmement puissante. Et les États-Unis disposent d'une force de dissuasion nucléaire capable de survivre. Israël aussi. Et si l'Iran attaquait avec des armes nucléaires un État qui possède l'arme nucléaire, il serait complètement détruit, n'est-ce pas? Il ne resterait qu'un champ de ruines fumant et radioactif après les représailles des États-Unis ou d'Israël. Donc voilà. L'Iran n'est pas suicidaire. Il est très clairement intéressé par sa survie et il agit rationnellement en ce sens. Ce qu'il voulait, vous savez, je ne sais pas, je ne pense même pas qu'il voulait obtenir une arme nucléaire. Franchement, je pense qu'ils ont mené pendant des années ce bluff extrêmement dangereux avec ce programme nucléaire. Ils l'ont fait progresser pour obtenir un allègement des sanctions de la part des États-Unis. Mais ils avaient résolu la partie la plus difficile de la fabrication d'armes nucléaires, à savoir l'enrichissement de l'uranium, n'est-ce pas? La production de combustible nucléaire. Ils avaient résolu cette question au plus tard en 2010.
Ils auraient donc pu fabriquer une arme nucléaire il y a 15 ans, et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'en voulaient pas, n'est-ce pas? Ils espéraient que le fait de disposer de capacités latentes pourrait leur procurer une certaine forme de dissuasion. Il s'avère que c'était une erreur totale parce que les États-Unis et Israël les ont attaqués à cause de ça, n'est-ce pas? Pourtant, ils auraient pu fabriquer une arme nucléaire et ils ne l'ont pas fait. Donc, je ne pense pas qu'ils aient jamais voulu d'armes nucléaires. Je pense qu'ils se servaient de tout ça pour obtenir un levier et parvenir à un accord qui les réintégrerait dans la communauté internationale. Enfin, réintégrer est peut-être un mot trop fort, mais au moins leur permettre de participer au commerce international, n'est-ce pas? Leur accorder un allègement des sanctions, toutes ces choses qu'ils voulaient depuis des années et des années. Donc, je veux dire, c'est vraiment pour ça qu'ils faisaient ça. Mais les pays ne développent pas d'armes nucléaires pour aller conquérir d'autres pays, n'est-ce pas? Ils le font pour dissuader les attaques contre eux. Et c'est vraiment la seule utilité de ces armes. Oui, et bien sûr, c'est l'un des arguments avancés par beaucoup de partisans de la guerre. Ils disent, d'accord, les États normaux sont comme ça, mais là, c'est une théocratie. Et ils ont cette histoire de 12e imam. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Mais s'ils avaient l'arme nucléaire, ils seraient prêts à se suicider. Or, il n'y a littéralement aucune preuve de cela. Au contraire, il existe des éléments considérables qui indiquent qu'ils ne sont pas ce genre de régime, même si certains adhèrent à cette idée dans leur théologie. Mais au niveau de l'État, ils ont été, et vous l'avez dit il y a une minute, incroyablement pragmatiques. Ils veulent clairement préserver le régime, et ils ne veulent pas se suicider. Donc je pense que nous avons très mal interprété cela. Et cela, à lui seul, constitue l'un des plus grands retours de bâton que nous ayons connus jusqu'à présent. Passons au troisième point. La guerre n'a pas permis d'atteindre les 4 objectifs annoncés par le président Trump. Mettre fin au programme nucléaire iranien, couper son soutien aux terroristes et aux milices de la région, détruire ses capacités balistiques et faire tomber son régime répressif. Elle a aussi renforcé la position de l'Iran en démontrant la résilience de son régime et en transformant son pouvoir latent sur le détroit d'Ormuz en un levier concret et durable. Et c'est peut-être le problème le plus important de tous. Il y a toujours eu cette possibilité, comme vous l'appelez, cette possibilité latente que l'Iran puisse... Enfin, cela fait des décennies que j'entends parler de ça, mais ils ne l'avaient jamais fait. Tout comme ils ne sont jamais allés jusqu'à l'arme nucléaire. Ils n'avaient jamais pris le contrôle de cela. À votre avis, pourquoi? Oui, eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que c'était une menace qu'ils gardaient en réserve pour tenter de dissuader précisément ce genre de conflit, n'est-ce pas? Et donc, vous savez, ils l'ont fait cette fois parce que les États-Unis ne se sont pas contentés d'une frappe ponctuelle contre leur programme nucléaire. Les États-Unis se sont engagés aux côtés d'Israël dans une tentative complète de changement de régime en Iran. Et c'était tellement, vous savez, tellement menaçant pour eux qu'ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'autre choix que d'actionner tous les leviers dont ils disposaient, y compris fermer le détroit d'Ormuz pour survivre en tant que pays et en tant que régime. Donc c'est seulement quand ils sont provoqués dos au mur, vous savez, peut-être même à l'agonie, pour ainsi dire, je mélange les métaphores, qu'ils ont sorti cette carte-là, c'est ça? Et je pense que, d'une certaine manière, les États-Unis savaient depuis des années que c'était possible. Mais je crois que cela a quand même surpris tout le monde. Moi aussi, dans une certaine mesure, j'ai été surpris qu'on ait pu fermer le détroit de façon aussi complète, sans avoir à couler, vous savez, des dizaines de navires. Il a suffi de menacer de couler des navires et d'en attaquer quelques-uns. Cela a suffi pour que les compagnies maritimes
refuse de passer par le détroit. Et c'est vraiment très différent de ce qui s'est passé dans les années 1980 pendant la guerre Iran-Irak, n'est-ce pas? Pendant ce conflit, l'Iran, comme l'Irak, attaquait des navires neutres dans tout le Golfe. Et pourtant, le trafic maritime a continué, non? Certains navires ont été coulés, mais les armateurs ont continué à naviguer. Les assureurs ont simplement augmenté la surprime de guerre et l'activité s'est poursuivie. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Personnellement, j'ai été surpris de ne pas voir les armateurs accepter davantage de risques. Je ne sais pas ce qui a changé, mais quelque chose a changé. Mais, vous savez, c'est une capacité que l'Iran a désormais démontrée en temps de guerre. Il peut le faire. Et maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, n'est-ce pas? Nous savons que les navires ne passeront pas par le détroit, ou du moins pas beaucoup d'entre eux. Et nous savons que l'Iran peut continuer à harceler le trafic maritime indéfiniment. Eh bien oui, en fait, je pense que j'ai peut-être publié ça il y a une minute. Ça concerne les 48 dernières heures. On observe une baisse de 95% sur les 40 dernières heures par rapport à la période d'avant-guerre. Une baisse de 92% des flux de pétrole eux-mêmes, selon Kepler et plusieurs autres services de suivi maritime. Donc à lui seul, c'est l'un des plus gros contre-coups, l'un des plus gros retours de bâton que cette situation ait provoqué. Parce que le détroit était ouvert, et il était depuis 47 ans, à l'exception de cette courte période que vous avez évoquée il y a une minute. Mais dans l'ensemble, il était ouvert, et il était assurément avant cela. Mais le retour de bâton, je pense, est un peu plus grave maintenant. D'abord, la partie iranienne dit qu'elle ne reviendra jamais à la situation du 27 février, à ce qui s'est passé auparavant. Elle dit jamais. Quelles que soient les circonstances, quel qu'en soit le prix, nous allons conserver le contrôle. Et puis ces derniers jours, alors que les États-Unis ne négociaient pas avec l'Iran, Oman, lui, l'a fait, au sujet de la situation actuelle, pour tenter de rouvrir le détroit. Mais, fait intéressant, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères va dire que ça n'a rien à voir avec le protocole d'accord. Des progrès importants ont été réalisés dans les discussions avec Oman et ces avancées sont sur le point d'être finalisées. En réalité, nous ne cherchions pas et nous ne cherchons toujours pas à mettre en œuvre maintenant la clause 5 du protocole d'accord parce que les États-Unis ont mis de côté toutes leurs obligations et que nous avons, nous aussi, mis de côté notre obligation concernant le détroit d'Ormuz. Ce que nous faisons avec Oman suit une voie naturelle. Qu'il y ait eu ou non un protocole d'accord, j'ai dit que si nous voulons rétablir des conditions normales dans le détroit d'Ormuz, cela doit passer par la voie d'une entente entre l'Iran et Oman, et non par la voie de l'imposition et de l'influence. Donc, en gros, ils disent, écoutez, le protocole d'accord ne nous préoccupe même plus. Ce qui nous préoccupe, c'est simplement quelque chose que nous allons contrôler avec Oman. Quelle est votre compréhension de la position d'Oman dans cette affaire? Parce que je ne peux qu'imaginer que nous devons exercer beaucoup de pression sur Oman en coulisses. Mais jusqu'à présent, au moins, on commence à voir que ça ne va pas marcher. Oui, enfin, Oman, c'est un peu toi aussi, Brutus, vous voyez. Même toi, Brutus. C'est assez incroyable, mais ça montre bien à quel point la faiblesse des États-Unis dans ce conflit, notre incapacité à défendre des bases du Golfe Persique, ces bases américaines, sans parler des infrastructures de différents pays de la région. Et puis, il y a le fait que les États-Unis, enfin, je pense que tout le monde, à un certain niveau, à Washington comme aux États-Unis, comprend que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas poursuivre indéfiniment cet aventurisme au Moyen-Orient. L'Iran est dans la région pour y rester, ils y vivent,
Et il est vraiment loin d'être certain que les États-Unis puissent conserver la moindre base dans le golfe Persique. Et au fond, ils ne le devraient pas, non? Je pense donc que Oman fait preuve de sagesse. Le pays se dit que dans un certain temps, les États-Unis ne seront plus là, ou que, même s'ils sont encore là, ils seront de fait incapables de nous défendre, même s'ils sont présents. Alors, ils se rangent du côté des vainqueurs. Cela ne veut pas dire qu'ils sont impuissants. Ils peuvent faire contrepoids à l'Iran avec les autres États du Golfe. Les États du Golfe, surtout s'ils s'unissent, peuvent constituer une force d'équilibre face à l'Iran en l'absence de puissance américaine. Mais je pense qu'Oman comprend que, à l'avenir, ce ne sera plus un lac américain. C'est le Golfe Persique. Ils ont donc choisi le camp qu'ils pensent voir l'emporter. Et ce n'est pas le nôtre. Et dans quelle mesure pensez-vous que le refus d'Oman de céder sur ce point s'explique en partie par cela? Pendant un temps, on avait l'impression qu'ils allaient céder, parce qu'il y a peut-être un mois, ils faisaient des déclarations plutôt positives à notre égard. Du genre, d'accord, nous ne voulons pas qu'il y ait des frais ou quoi que ce soit de ce type. Puis, cela a semblé disparaître. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il s'agit peut-être d'un retour de bâton, d'un effet contre-productif, lié au fait que Oman avait assuré une médiation entre les États-Unis et l'Iran avant le début de cette guerre? Le 27 février, la veille de l'attaque, le ministre omanais des Affaires étrangères est passé sur CBS News. Il a mis en jeu toute sa crédibilité, ainsi que celle de son pays, en disant « Je pense que nous avons les grandes lignes d'un accord. L'Iran est prêt à faire toutes ces choses. » Avec le recul, ce serait un miracle si nous pouvions les obtenir aujourd'hui. Mais à ce moment-là, tout cela était sur la table. Et le lendemain, nous avons humilié Oman en lançant l'attaque. Dans quelle mesure est-ce un retour de bâton dans ce que nous observons aujourd'hui? Oh, c'est clairement un retour de flamme. Je veux dire, de manière générale, vous savez, je ne pense pas que... Ma vision du Moyen-Orient, c'est que le fait que ces pays soient ou non du côté des États-Unis n'a pas tant d'importance que ça, parce que le Moyen-Orient dans son ensemble compte bien moins que Washington ne le pense, n'est-ce pas? Donc, une partie de moi se dit, et alors si Oman ne veut plus, vous savez, se rallier à nous, ce n'est pas si important. Mais oui, c'est un retour de flamme. Je pense que nous avons gaspillé beaucoup de la bonne volonté que nous avions auprès de ces pays du Golfe en les exposant à une guerre qu'ils ne voulaient pas et dont ils ont souffert, en humiliant les négociateurs omanais, qui ont été plutôt héroïques en élaborant un accord qui, comme vous l'avez dit, si nous avions accepté l'accord du 27 février, aurait été meilleur que le JCPOA. Ça aurait été formidable. Oui, tout à fait. Et nous n'aurions jamais été dans cette situation. Le passage par le détroit d'Ormuz serait toujours libre. L'Iran n'aurait jamais appris à quel point il peut bloquer le trafic dans le détroit, vous voyez? 18 Américains seraient encore en vie, des militaires américains, tout ce genre de choses. C'est ça. 600 personnes n'auraient pas été blessées. Les 20 bases seraient toujours opérationnelles. 42 aéronefs seraient encore pleinement opérationnels. Et bien sûr, l'un des points les plus importants, le détroit d'Ormuz, comme vous l'avez dit, ne serait toujours pas entravé. Et l'Iran serait tombé à zéro enrichissement. C'est ce qu'il a dit avoir mis sur la table. Zéro enrichissement et zéro matière traitée. Donc nous n'aurions pas eu à nous demander s'il fallait intervenir pour prendre cela par la force. Ils étaient prêts à le négocier et nous avons tout jeté à la poubelle. Je dirais donc que c'est un sacré retour de bâton. Revenons à vos arguments. Quatrième point. Les attaques américano-israéliennes constituent des menaces existentielles pour l'Iran en tant qu'État, et pas seulement pour la République islamique en tant que régime. Comme la guerre a aggravé le dilemme sécuritaire entre les États-Unis et l'Iran,
l'Iran va probablement redoubler d'efforts dans ses stratégies de résistance afin de rétablir la dissuasion. Je voudrais d'abord revenir sur la première partie de cette phrase. Vous dites tout d'abord que vous faites une distinction entre la République islamique d'Iran en tant que régime et l'Iran en tant qu'État. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie que la guerre américaine, ce n'était pas simplement comme une opération au Venezuela où l'on intervient et où, vous savez, on ne s'en prend qu'aux dirigeants ou aux plus hauts échelons avant d'essayer de passer à autre chose, n'est-ce pas? Les États-Unis, de l'aveu même de Trump, ont armé les Kurdes. Nous essayons de faire s'effondrer l'État iranien en tant que pays, pas seulement le régime. Ce n'était pas simplement une opération de changement de régime. Or, une opération de changement de régime reste une menace pour la survie du régime. Et ils vont réagir durement. Mais là, c'est une menace d'un ordre de grandeur encore supérieur. Nous essayons potentiellement de démanteler l'Iran en tant qu'État, de l'enliser dans une guerre civile, d'en faire une Syrie. Et c'est l'objectif d'Israël depuis de nombreuses années. Et on dirait que Trump l'a adopté avant de comprendre, beaucoup trop tard, que ce n'était pas réaliste. Mais le revers de la médaille, c'est que si on s'était simplement limité à un changement de régime, alors au moins les gens sur le terrain, en Iran, auraient pu se dire « bon, on n'aime pas le régime. Il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans. » Mais les citoyens iraniens sont confrontés à cette idée. D'accord, il y a le régime. On le déteste. Beaucoup d'entre eux le détestent. La plupart même. Mais l'alternative, c'est qu'on se fragmente en tant que pays. Eh bien, hors de question. On ne veut pas de ça, n'est-ce pas? C'est une énorme crainte pour les gens en Iran. Donc c'est logique. Les citoyens iraniens doivent en quelque sorte prendre sur eux et faire la guerre avec le régime qu'ils ont, pas avec celui qu'ils aimeraient avoir, n'est-ce pas? Donc c'est contre-productif d'un million de façons. Effectivement, c'est le cas. Et puis il y a la deuxième partie de cette dernière déclaration. L'Iran va probablement redoubler d'efforts dans ses stratégies de résistance pour rétablir la dissuasion. J'ai plusieurs éléments à partager là-dessus. Mais d'abord, comment interprétez-vous ce que signifie redoubler d'efforts? Ce à quoi cela ressemble, c'est qu'ils fabriquent autant de missiles et de drones que possible, aussi vite que possible. Et ils vont le faire. Ils vont probablement continuer à soutenir des acteurs régionaux par procuration, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse des groupes en Irak, des Houthis au Yémen ou du Hezbollah, ils vont continuer à armer et à approvisionner ces groupes parce que cela leur donne une certaine marge de déni plausible. Ce n'est pas parfait pour eux non plus, parce qu'ils n'ont pas un contrôle total sur ces groupes. C'est une arme à double tranchant. Mais c'est peu coûteux pour eux. Et ils ont montré qu'ils allaient rester loyaux envers le Hezbollah, par exemple. Ils n'ont cessé de répéter, tout au long du protocole d'accord, que cela devait s'appliquer à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah. Donc, ils ne vont pas vendre ces gars-là. Et il est tout à fait possible qu'ils reviennent en arrière et essaient de relancer leur programme nucléaire. Ce n'est pas inévitable. Mais vous savez, l'Iran devrait vraiment être un peu fou pour ne pas essayer de fabriquer une arme nucléaire après avoir survécu à ce conflit qui a failli devenir une guerre avec les États-Unis. Vous savez, un changement de régime, évité de justesse, ou une guerre qui a failli provoquer l'effondrement du régime. C'est ça. La guerre a bien eu lieu, mais je m'attends à ce qu'ils continuent à développer les missiles, les drones, à fabriquer davantage de ce genre de matériel et peut-être à essayer de relancer le programme nucléaire. Je ne suis pas totalement convaincue qu'ils le feront, mais c'est certainement une possibilité. Et, c'est sûr, ils vont investir davantage dans leur groupe mandataire. Donc, à la suite de ce conflit, on verra probablement davantage de terrorisme et d'insurrection soutenus par l'Iran.
Et ce ne sont pas les seuls problèmes. Il y en a 2 ou 3 autres que je pense vous auriez peut-être pu ajouter à votre liste des retours de bâton au vu de ce que nous avons ici. Pardon, pas retour de bâton, effet boomerang. Et il y a notamment ceci. L'Arabie saoudite, l'Arabie se prépare à une attaque de milices irakiennes, pas iraniennes, irakiennes, qui travaillent avec les Houthis. Les Houthis disent qu'ils vont frapper l'Arabie saoudite encore plus durement. Ils l'ont déjà fait et ils continuent de le faire. Ils disent aussi qu'ils pourraient encore intensifier leurs attaques. Ils ont également dit que l'Iran s'emploie à bloquer les livraisons américaines et israéliennes. Ça fait partie de ce mouvement, leur version du contrôle du détroit d'Ormuz. Ils disent qu'ils vont en exclure les États-Unis et Israël, mais que tous les autres pourront passer, et ainsi de suite. Et puis, au Yémen, ils ont déclaré ce matin que non seulement ils allaient continuer à attaquer l'Arabie saoudite, mais qu'ils pourraient étendre cela à la zone du canal de Suez et fermer totalement le détroit de Bab el-Mandeb, pas seulement à l'Arabie saoudite. Or, rien de tout cela n'existait avant que nous commencions cette guerre. Donc je pense que cette guerre provoque un immense retour de bâton et constitue un énorme désastre. Comment voyez-vous ces aspects-là? Oui, enfin, la boîte de Pandore a été ouverte, n'est-ce pas? Et tous ces maux en sortent et se déchaînent dans la région. Et plus ce conflit dure, plus on verra ces retombées se propager. Et c'est vraiment mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour tout le monde. Et vous savez, pour revenir à Ormuz, vers le 1er avril ou quelque chose comme ça, l'Iran prélevait des droits de passage d'environ $1 par baril sur le pétrole transitant par le détroit. Cela représentait donc environ 2 millions de dollars par navire, pour un navire transportant 2 millions de barils de pétrole, quand le pétrole était à $100 le baril. Aujourd'hui, l'Iran et Oman discutent de la question suivante. Est-ce que le tarif devrait être de 7% de la valeur de la cargaison, de 5% ou de 3%? Donc, le fait que Trump soit en quelque sorte sorti pour dire on va imposer 20%, bien sûr, oui, c'est vrai. D'un point de vue de la négociation, ça fait monter les enchères. Tout à coup, 5% paraît vraiment, vous savez, bien meilleur que 20%, non? Donc, toutes ces choses continuent en quelque sorte d'attiser de nouveaux conflits dans la région. Les Houthis ne sont pas entrés immédiatement dans la guerre. Ils ne s'y sont engagés de manière significative qu'à la mi-juillet. Et maintenant, ils se préparent vraiment, et cela va devenir un conflit à part entière. Même si les États-Unis et l'Iran négocient un accord sur Ormuz, il est très peu probable, je pense, que les Houthis s'y rallient parce qu'ils ont leurs propres différends à régler avec l'Arabie saoudite. Ils l'ont dit. Ils ont dit que leur problème était totalement distinct du protocole d'accord. Donc, ça va rester un problème. Oui, ces choses-là ont tendance à se multiplier. Et plus ça dure, plus il y a d'effets en cascade. C'est un peu l'effet papillon, vous voyez, ça se propage dans toute la région de manière imprévisible, avec des conséquences qui sont toutes très négatives. Alors, que peuvent faire les États-Unis à ce stade? Je veux dire, nous n'aurions jamais dû commencer cette guerre. Vous venez de montrer tous ces endroits où cela a été un désastre pour nous et où cela s'est retourné contre nous, avec des conséquences négatives. Que pouvons-nous faire maintenant? Ce que nous devons faire maintenant, c'est accepter la réalité. Et la réalité, c'est que l'Iran va avoir un certain contrôle sur le détroit d'Ormuz. Et ils vont probablement imposer des taxes. C'est nul, mais les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet. On pourrait simplement partir, d'accord? On pourrait accepter ça et partir. Je pense que ce serait la deuxième meilleure issue. Aucune de ces issues n'est bonne. La meilleure, c'est de mettre fin à la guerre, d'accord? Ce n'est pas l'issue la moins mauvaise.
l'issue la moins mauvaise, c'est d'essayer au moins d'obtenir quelque chose en retour de l'Iran. Arrêter de les bloquer, vous savez. Accepter une forme d'autorité sur le détroit d'Ormuz. S'ils imposent des taxes, très bien. Mais en échange, d'accord, nous voulons obtenir quelque chose. Peut-être que les impôts baissent, non? Peut-être que l'Iran accepte de revenir aux inspections nucléaires, non? Quelque chose, non? On pourrait obtenir quelque chose ou ne rien obtenir. Mais au bout du compte, les États-Unis doivent simplement déguerpir total Moyen-Orient et certainement du Golfe. Nous ne pouvons pas protéger nos bases, non? Ce sont des boulets, pas des atouts. Et toute cette perspective du Moyen-Orient, enfin, le Moyen-Orient, c'est un quartier de sable mouvant dans lequel nous sommes coincés depuis, selon la façon dont on compte, au moins 25 ans. Nous ne pouvons plus nous permettre ces guerres périphériques au Moyen-Orient. Donc, nous devons partir. Et je pense que, vous savez, c'est comme lorsqu'on parle de la base industrielle de défense. Le changement, c'est tout simplement difficile. C'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les États-Unis. Mais nous devons reconnaître que le Moyen-Orient doit pouvoir exister sans la présence des États-Unis. Cela doit arriver pour leur bien. Et surtout, cela doit arriver pour notre bien. Donc des choses comme ce pacte de défense entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, qui vient d'être annoncé, je pense que c'est une bonne chose. Si les acteurs locaux commencent à prendre davantage en main leur propre sécurité et à faire des plans qui n'incluent pas les États-Unis, c'est mieux pour les États-Unis et c'est mieux pour eux. Et c'est, au bout du compte, ce que nous devons faire. Nous devons nous désengager de tout ce gâchis et laisser les acteurs locaux, ceux qui s'en préoccupent le plus, trouver eux-mêmes une solution. Oui, c'est un bon conseil. Mais beaucoup d'analystes, et mon instinct aussi, me disent que Jack Keane finira par obtenir ce qu'il veut et qu'on va tenter une nouvelle fois de voir très grand. Alors, dernière question. Si une forme ou une autre de « on va y aller avec une dernière grande offensive » se produit, comment voyez-vous la suite des événements? On va, vous savez, creuser le trou encore plus profond. C'est ce qui se passe, non? On perd davantage en capacité de préparation. On perd davantage d'intercepteurs. On gaspille plus de temps. Davantage de stocks de pétrole s'épuisent. L'inflation s'aggrave. Le désordre causé par les Houthis prend de l'ampleur. C'est simplement que si nous sommes au point T1, nous allons nous retrouver au point T2, avec tous les mêmes problèmes, mais en pire. Et nous serons moins capables d'y faire face parce que nous aurons moins d'intercepteurs, et ainsi de suite. Il y a donc toujours cette tentation chez les décideurs de penser que cette dernière poussée va tout changer. Mais ce n'est jamais le cas. Et la situation ne sera qu'une version pire de celle d'aujourd'hui. Eh bien, je ne peux pas vous contredire là-dessus. Mais j'espère simplement que quelqu'un à la Maison-Blanche écoute votre rapport ou lit le rapport que vous avez publié, parce que c'est certainement la seule chose qui pourrait limiter les dégâts. On ne peut pas revenir en arrière. C'est déjà acté. Mais cela pourrait au moins en limiter l'ampleur et nous donner une chance d'avancer sans causer davantage de tort. Nous verrons si cela se produit. Mais merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Rose. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Merci. Et nous vous apprécions aussi. Il y a encore beaucoup de sujets au programme aujourd'hui. Nima Al-Orshid sera en direct ici à 12h30, soit dans environ 20 minutes. Il va nous dire ce que pense la partie iranienne de tout ça. Nous n'aurons plus besoin de nous poser la question. Et puis bien sûr, à 13h15 aujourd'hui, Larry Johnson sera de retour pour nous donner son point de vue intrépide sur tous ces sujets. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive.